Bienvenue dans les clés du monde. Il y a un an exactement, jour pour jour, des militaires tentent de renverser le pouvoir turc à l'aide d'avions et de chars. Une partie de la population s'y oppose. 250 personnes seront tuées le jour-là. Le putsch prend fin au petit matin du 16 juillet, je crois, 2016, pour être plus précis. Et depuis, la répression du président Erdogan est permanente. Un an après, 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées de la fonction publique. Turquie, un an après comprendre le coup d'État. C'est le thème de ce numéro de Les clés du monde. Je suis là, Mbagbagidi, bonjour. À nouveau, bonjour, Tranquille Akat Benotin. Bonjour, cette fois-ci, aux amis auditeurs et téléspectateurs. Et pourquoi le coup d'État en Turquie? Alors, la Turquie est un État qui, durant les siècles qui ont précédé, a eu durant les années qui ont précédé, a eu une tradition de coup d'État. Et il faut déjà noter que le pouvoir en place aujourd'hui en Turquie, celui de Recep Tayyip Erdogan, est un pouvoir islamo-conservateur. C'est un pouvoir qui est arrivé dans les années 90 un peu et qui a remis en cause la laïcité turque. Alors, laïcité en Turquie, l'État turc est un État arabe, est un État très fortement musulman, héritier du célèbre empire ottoman, et il aurait été quand même un peu bizarre que l'on parle de laïcité dans un pays comme celui-là. Mais la Turquie aura connu un grand dirigeant, Mustafa Kemal Atatürk, qui aura décidé à un moment que le modèle de gouvernance en Turquie devrait séparer la religion du politique. Et par ce choix, se rapprochait ainsi du modèle pratiqué au cœur de l'Europe, et cela devait permettre à la Turquie de faire partie des États les plus modernes d'un point de vue international, en tout cas pour ceux qui pensent que c'est cela la modernité. Et c'est ainsi donc que la Turquie avait choisi donc la laïcité, et tout ce qui avait trait à la laïcité était protégé, était garanti par le pouvoir des militaires. Des coups d'État se sont succédés, mais à aucun moment, ni à un moment ni à un autre, ceux qui se sont succédés au pouvoir n'ont remis en cause la question de la laïcité jusqu'à ce que les élections portent au pouvoir un certain Recep Tayyip Erdogan avec son premier ministre d'alors Abdullah Gül, et tout un staff qui était d'abord, le parti AKP est un parti islamiste, et arrivé au pouvoir, naturellement, Recep Tayyip Erdogan va avoir l'envie ou l'ambition de donner plus de valeur à la religion portée par l'État que ce qui se pratiquait auparavant. Donc la laïcité commencera à connaître un certain recul. Et ce recul-là n'est pas du goût des militaires, comme je l'ai déjà dit. Ce sont eux qui sont les garants de cette laïcité en Turquie depuis les origines, depuis que Mustafa Kemal Atatürk, lui-même militaire, avait instauré le régime laïque en Turquie. Et pour cela, dès son arrivée au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan aura un peu mal passé avec les militaires, puisque ces derniers vont le voir un peu d'un mauvais œil. Ils vont se dire, mais bon, c'est le peuple qui a voté, certes, c'est la démocratie, mais si cette démocratie doit remettre en cause les fondements de l'État, comme la laïcité, il y a peut-être lieu, à un moment ou à un autre, de mettre fin à cette pratique-là. Et Recep Tayyip Erdogan non plus, qui n'est pas dupe, observait l'armée de près, la surveillait de près. Il y aura des procès, je dirais même des purges au sein de l'armée. Il y aura des procès contre certains généraux qui étaient un peu trop voyants, un peu trop ostensiblement laïques ou trop ostensiblement contre le régime islamiste. On connaît plusieurs réformes politiques auront lieu. Tayyip Erdogan passera de président de la République à Premier ministre, avec l'essentiel des pouvoirs. Et puis la dernière réforme électorale qui a donné au pouvoir, dernière réforme constitutionnelle, je veux dire, qui a donné au pouvoir du chef de l'État, qui a donné tout le pouvoir au chef de l'État, lui permet de redevenir également président de la République. Entre-temps, il s'est brouillé avec beaucoup de ses amis, dont Abdullah Gül. Et puis, il va instaurer de plus en plus le régime islamiste et faire perdurer ou faire intégrer le régime
islamistes, les pratiques islamistes au sein de l'État, ce qui n'était pas donc du goût des militaires. Et même certains observateurs étaient persuadés il y a un an ou un peu plus d'un an que le risque d'un coup d'État militaire en Turquie n'était pas totalement à écarter. C'est ainsi donc que dans cette nuit du 15 au 16 juillet 2016, vous ne vous êtes pas trompé sur la date, certains militaires, pas tous, certains militaires vont donc prendre les armes et tenter, en attaquant le palais présidentiel, en attaquant les principales villes que sont Ankara et Istanbul, de prendre le pouvoir à un moment où Recep Tayyip Erdogan était hors du territoire national. Et donc, cette tentative-là a échoué, nous le savons très bien. Et qui sont ces présumés, les principaux auteurs, les probables auteurs de ce coup d'État qui a échoué en 2016? Alors, les auteurs de cette tentative de coup d'État, ce sont d'abord une partie des militaires qui donc ne voulaient surtout pas continuer de laisser le régime frôler ou pencher vers l'islamisme de plus en plus exacerbé que mettait en exergue le président Recep Tayyip Erdogan. Et il faut noter que Erdogan accuse en particulier un de ses adversaires les plus farouches, en tout cas celui qu'il considère comme son ennemi public numéro 1. Son nom, c'est Fethullah Gülen. Fethullah Gülen est un prédicateur qui se trouve en exil aujourd'hui aux États-Unis. Il y vit depuis 1999. Il se trouve quelque part en Pennsylvanie. Et Fethullah Gülen est donc un de ces hommes politiques turcs qui critiquent de façon très vive la gouvernance de Recep Tayyip Erdogan, la façon dont il est même opposé à la gouvernance Erdogan est si vive que Tayyip Erdogan estime qu'il est probablement parmi les fomentateurs, sinon même c'est lui qui a fomenté ce coup d'État. Et d'ailleurs, le président Erdogan a envoyé, a délivré un mandat d'arrêt, a fait délivrer un mandat d'arrêt international et exigé des États-Unis d'Amérique, où il se situe, où il vit en exil, de le livrer à la Turquie afin qu'il soit jugé pour le coup d'État qui a été commis. Au-delà de Fethullah Gülen, qui est donc considéré comme son ennemi public numéro 1, il y a des relais au sein de la société civile, au-delà de l'armée, il y a des relais au sein de la société civile, il y a des relais au sein des fonctionnaires. Vous l'avez dit, plus de 100 000 personnes ont été limogées pour sympathie ou pour complicité éventuelle avec les putschistes. Plus de 50 000 personnes se trouvent aujourd'hui sous les verrous. Il y a beaucoup de militaires, bien sûr, mais il y a également beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de magistrats, beaucoup d'enseignants d'université. Leur faute aura été certainement à un moment ou à un autre de se dire que l'armée était la meilleure garantie pour la restauration ou pour le maintien de la laïcité en Turquie. Il faut noter une chose, en dépit de l'évolution de la Turquie aujourd'hui, le président Tayyip Erdogan n'a pas encore remis en cause de façon claire et définitive la laïcité qui prévaut dans la société turque, même si on peut constater que dans sa gouvernance, il y a un très fort penchant islamiste qui se note, et c'est cela qui peut expliquer également ce coup d'État qui est survenu il y a un an. La nuit du 15 juillet au 16 juillet 2016, pourquoi cette tentative de coup d'État a-t-elle échoué? On peut dire que cette tentative a échoué surtout à cause de la mauvaise organisation dont les auteurs se sont montrés coupables. En réalité, il y avait du mécontentement au sein de l'armée, ça là c'est indéniable parce que Recep Tayyip Erdogan n'avait vraiment pas les coudées franches avec l'armée pour conduire le pays de la manière dont il le conduisait. Et cette tentative, malheureusement ou heureusement, selon le camp où on se trouve, cette tentative n'a pas été préparée comme cela se devait. Il y a eu certainement des fuites, il y a eu et surtout une scission au sein de l'armée. L'armée nationale turque n'a pas mené ce coup d'État de façon unanime. En tout cas, c'est une partie seulement des militaires qui ont décidé de mener le coup d'État. Ces militaires-là, qui, quand ils ont attaqué, n'ont pas eu le soutien de l'ensemble de leurs congénères, de l'ensemble de leurs collègues. Une partie de l'armée va s'opposer à ce coup d'État. Les forces spéciales, notamment, vont s'opposer à ce coup d'État. La tentative de prise
des institutions, des sièges des grandes institutions, des radios, des télévisions, ne sera pas coordonné comme ça se doit. Notamment, ce qui s'est passé en particulier, c'est que le président Erdogan a appelé une chaîne de télévision et en direct, la journaliste a passé sur son téléphone portable, a passé Erdogan en direct qui appelait les populations à se soulever et à ne surtout pas laisser se commettre ce coup d'État. En ce moment-là, c'est je dirais une quinzaine de minutes après que les militaires sont arrivés, alors que s'il fallait vraiment empêcher Erdogan d'avoir contact avec la population, il aurait fallu neutraliser toutes les chaînes de télévision, tous les organes de presse au même moment. Cela n'a pas été coordonné comme ça se doit. Et donc, Tayyip Erdogan a pu passer son message sur cette chaîne de télévision et dans les minutes qui ont suivi, ses partisans, nombreux à travers la Turquie, sont sortis dans les rues et face à cette armée elle-même divisée, une partie de l'armée donc contre, plus les civils contre l'autre partie de l'armée, au petit matin du 15 juillet, la tentative ne pouvait que prendre fin par un cuisant échec pour ceux qui l'ont fomenté. Et d'ailleurs, plusieurs médias ont été fermés dans le pays au lendemain de ce coup d'État manqué. Et l'hypothèse de coup d'État monté est-elle crédible? D'un coup monté, oui, possiblement. En fait, dès le lendemain de ce coup d'État, tout le monde, certains observateurs se sont dit, mais cela arrange tellement aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan qu'on s'est dit, mais est-ce qu'il n'a pas préparé, est-ce qu'il n'a pas appris, laisser faire ce coup d'État, est-ce qu'il n'a pas préparé également sa réplique de manière à ce qu'il puisse avoir les coups de France pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui dérangeait, de tout ce qui gênait, de tout ce qui entravait la mise en œuvre de sa politique. Et effectivement, ceux qui disent cela n'ont peut-être pas tort, parce que quand on voit un peu le déroulé des événements, et quand on voit également un peu les conséquences de cette tentative avortée, on se rend à l'évidence qu'aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan est devenu hyper puissant en Turquie. Il a restauré, il est sur le point de restaurer la peine de mort, il a restauré un pouvoir hégémonique, il y a des dérives autoritaires que l'on peut noter, il a fait son référendum pour prendre l'essentiel du pouvoir politique entre ses seules mains, et tout cela a évolué de manière, en tout cas dans son intérêt le plus absolu. Et cela laisse à penser effectivement que Recep Tayyip Erdogan n'a certainement pas préparé un coup d'État contre lui-même. Il savait que des gens étaient contre lui et pourraient éventuellement, à un moment ou à un autre, tenter de le renverser. Il a peut-être eu des informations et il s'est dit, on les laisse faire, voici comment nous allons faire pour déjouer ce coup d'État. Et il faut aussi noter en cela la promptitude de la réaction des populations et de cette partie de l'armée qui a voulu soutenir coûte que coûte Tayyip Erdogan. Tout cela laisse à penser qu'il s'agissait d'un coup monté, mais de l'autre côté également, la virulence aussi de la réaction du président Tayyip Erdogan laisse à penser qu'il a été surpris ou il a été carrément déçu par cette partie de sa population, de son armée qui a voulu le renverser. La preuve n'est pas faite qu'il y avait un coup monté, même si tout laisse à penser que, tout porte à croire qu'il avait tout intérêt à ce que ce coup d'État tenté contre lui fût et que surtout il échoue. Le coup d'État a-t-il eu un impact sur les relations entre la Turquie et les autres pays au plan international? Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Le président Tayyip Erdogan a d'abord, premièrement, accusé Fethullah Gülen, comme je l'ai dit, et demandé aux États-Unis d'Amérique, où il se trouve, de le livrer. Les États-Unis, premiers concernés, ont refusé naturellement de livrer Fethullah Gülen parce qu'ils n'ont, disent-ils, pas la preuve que ce dernier était impliqué dans ce coup d'État, que les preuves apportées par la Turquie sont insuffisantes. Il y a également, au sein de l'Europe dans son ensemble, un sentiment de défiance. Vous savez, quand la tentative de coup d'État a eu lieu, dans cette nuit-là, aucune nation européenne n'a condamné immédiatement le coup d'État. Peut-être cela laissait-il envisager que les Français, les Britanniques, les Belges, etc. Étaient favorables à ce que le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, un pouvoir islamiste, il faut le rappeler, que ce pouvoir-là tombe pour que la laïcité revienne en Turquie. Et donc, il a fallu 5 jours, bien sûr, au lendemain, quand Tayyip Erdogan est ressorti, quand il est rentré au pays, qu'il a repris
le devant de la scène, il y aura eu les condamnations des pays européens contre les auteurs du coup d'État, mais il aura fallu 5 jours pour qu'un premier dirigeant européen se rende auprès de Tayyip Erdogan pour lui apporter un soutien véritable, tandis que les pays arabes qui soutiennent Tayyip Erdogan, comme des pays comme le Qatar et d'autres, lui ont envoyé très rapidement des lettres de soutien ou même des émissaires pour lui montrer qu'ils sont tout à fait avec lui dans ce combat contre les putschistes. Donc, Tayyip Erdogan aujourd'hui est remonté contre l'Europe, est remonté contre les Occidentaux en général, et il ne manque pas une seule occasion de saquer et de saccager encore le peu de relations cordiales qui existent entre la Turquie et ces pays-là. Et il faut noter qu'il y a par le passé, il y avait cette volonté de la Turquie d'intégrer l'Union européenne. Aujourd'hui, Tayyip Erdogan n'en rêve plus, en tout cas, il n'en parle plus. Ce n'est plus aujourd'hui pour lui une priorité. Il essayait par le passé de tout faire pour rester dans cette laïcité, pour rester dans les valeurs européennes. Vous savez, il y a des critères de convergence qu'il faut remplir quand on veut faire partie de l'Union européenne. La Turquie se fiche pas mal, permettez-moi la trivialité du terme, se fiche pas mal aujourd'hui des critères de convergence, se fiche pas mal d'intégrer ou pas l'Union européenne. Ce qui lui convient aujourd'hui, c'est d'avoir un pouvoir politique fort, de maîtriser son peuple, de maîtriser son armée, et cela, que ça plaise aux Européens ou pas, Tayyip Erdogan fait ce qui bon lui semble. Merci à vous, James William Gbagidi. Vous décryptiez pour nous l'actualité en Turquie qui a célébré hier ou avant-hier, l'an 1 de l'échec de ce coup d'État dans le pays. Le thème, c'était donc Turquie, un an après, comprendre le coup d'État. Voilà, décryptage de James William Gbagidi, notre spécial des questions internationales. Je rappelle qu'il est le rédacteur en chef de Eden Télévision.